Nous allons attaquer la première table ronde de la journée. Je vous rappelle, il y en aura 3. Le premier thème de cette table ronde, résilience, innover entre avarie, pénurie et piraterie. Et pour modérer et animer cette table ronde, j'appelle Paul Brun. Paul Brun est président de la commission financement de l'industrie de défense au sein de l'Institut national des affaires stratégiques et politiques. Il est également responsable des fusions-acquisitions et des affaires publiques chez ProEngine, ETI stratégique de la BITD, spécialisé dans les capteurs et systèmes NRBC. Paul, vous avez 35 minutes. C'est court. Merci beaucoup, François. Ça va. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous ouvrons aujourd'hui la première table ronde sur le sujet de l'innovation, avec un sujet qui, en réalité, conditionne tous les autres. Comment continuer à innover dans un monde instable, confronté à des pénuries de matières premières, à des failles dans nos chaînes d'approvisionnement, des pirateries industrielles ou encore des fragilités énergétiques majeures. La résilience n'est plus un mot à la mode, c'est devenu une condition de survie économique, stratégique et même géopolitique. Nous allons explorer ces enjeux avec 3 intervenants complémentaires qui vont chacun nous éclairer avec leurs angles stratégiques, opérationnels et énergétiques. Pour commencer, expert en politique énergétique, essayiste avec la rédaction de plusieurs ouvrages dont le dernier, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, directeur des publications du magazine Transition et Énergie, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur Fabien Bouglet. Présidente directrice générale chez Opsam, société spécialisée dans la gestion d'obsolescence des systèmes complexes, qui a reçu hier le prix de la souveraineté avec votre dernière innovation nommée Austral. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Madame Nathalie Vandame. Pour terminer, ingénieur de formation, directeur général d'Alliance des minerais, minéraux et métaux, délégué général de la filière mine-métallurgie au Conseil national de l'industrie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bruno Jacquemin. Alors, Bruno, prenez un micro, s'il vous plaît. N'hésitez pas à l'allumer parce que... Donc, vous avez souvent insisté sur une confusion qu'on entretient encore trop souvent, celle entre la souveraineté étatique et l'autonomie stratégique des entreprises. Dans un monde où les chaînes de valeur sont instables, où les métaux critiques sont détenus à l'étranger et où l'innovation dépend d'un écosystème cohérent, ma question est simple et à la fois complexe. Est-ce qu'on a encore les moyens d'être stratégiquement autonomes, irait même jusqu'à dire lucide, sur nos capacités industrielles ? Alors, j'ai 3 heures ? Non. Vous pouvez toujours essayer, hein, mais... Non, la question mérite d'être posée et la réponse est oui, mais pas dans n'importe quelle condition. La question qu'il faut se poser, effectivement, on distingue pour moi la souveraineté de l'autonomie stratégique des filières et des filières qui comptent. En fait, ce qui compte pour nous, c'est qu'on rentre dans un monde violent, dans un monde complètement fragmenté. On y rentre avec une naïveté et une impréparation qui est assez sidérante en Europe et en France. Et on subit aujourd'hui, d'une manière assez spectatrice, ce que font les Américains et les Chinois, qui en fait, quand on regarde bien, font à peu près la même chose, en tout cas avec le même driver depuis 20 ans. C'est contrôler la production, le droit, la propriété intellectuelle, la finance, les compétences. Il suffit de voir la manière dont l'extraterritorialité du droit américain s'exprime depuis de nombreuses années et comment les Chinois sont en train de s'y mettre. Quand les Chinois nous disent je ne veux pas exporter mes terres rares s'il y a un usage dual de ces terres rares. Je ne veux pas exporter ces terres rares. Enfin, en tout cas, je restreins mes licences d'exportation si vous faites des stocks stratégiques de ces terres rares. Elles nous imposent ces règles. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et la première des choses, c'est effectivement prendre conscience que les sujets de souveraineté, les sujets d'autonomie stratégique, les sujets industriels sont des sujets de temps long. Ce n'est pas des sujets qui se décident en 6 mois ni en 2 ans, c'est des sujets qui se préparent sur des décennies. Ce qui est assez frappant, c'est que les Chinois, comme les Américains, nous ont annoncé ce qu'ils allaient faire. Tout ça est documenté, écrit, publié. C'est la doctrine de Jack Sullivan chez Biden, Obama et maintenant M. Trump. Je ne commenterai pas la forme de M. Trump et de sa violence, mais la doctrine de fond est la même, elle ne change pas.
c'est la souveraineté par la puissance, par la reprise en main de la production, par l'imposition du droit à l'extérieur et de nos règles et des règles américaines sur l'ensemble du territoire mondial. Donc la Chine, c'est là aussi la même chose. La Chine nous a annoncé il y a plus de 15 ans qu'elle serait, après avoir été l'atelier d'un monde low cost, qu'elle serait l'atelier du monde décarboné et du monde à venir. C'est ce qu'elle est en train de devenir. Encore une fois, c'était parfaitement écrit. Donc nous, on se réveille et on a du mal à prendre conscience que les facteurs de notre autonomie stratégique nécessite effectivement de comprendre un certain nombre de phénomènes qui sont des phénomènes finalement de bon sens. C'est que l'industrie est le socle de la prospérité économique de notre pays, parce que c'est la production qui crée de la valeur, et que ce socle, comme son nom l'indique, c'est sur ce socle que se construisent les différents niveaux de valeur ajoutée. Et je ne vous fais pas un dessin, quand vous détruisez le socle, comme on s'est évertué à le faire pendant 30 ans, le reste de l'édifice se casse la figure. Pour prendre une image un peu triviale, on envoie nos capacités de production de minerais et de traitement de minerais à l'international, en particulier en Chine. Donc on ne produit plus ces minerais. On a l'impression que les Chinois, demain, on pourra leur acheter du lithium et des autres minerais. Non, les Chinois préfèrent nous vendre des voitures électriques que du lithium. Ça paraît assez évident. Et ils sont en train de s'organiser pour ce faire. Donc on a vraiment besoin de transformer notre mindset, notre manière de faire, travailler sur le temps long, travailler sur les fondamentaux qui sont l'appareil productif, le droit, le droit, y compris avec une extraterritorialité européenne, travailler sur les compétences, travailler sur la finance, sur la maîtrise de nos propriétés intellectuelles. On peut le faire à l'échelle française. On est en France, rappelons-le, le dernier élève de la classe en termes d'industrie. Je rappelle que le ratio de l'industrie dans le PIB français est à l'image de celui de Chypre ou de Malte. Ça veut dire qu'on est vraiment le dernier de la classe. Donc on est un peu, pour moi, sous le seuil critique. On a un gros effort à faire par rapport à ça. Et on n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça, on deviendra un pays par Astérix, quoi. On fera, j'ai rien contre Astérix, loin s'en faut. C'est un grand acteur de la souveraineté. Mais je pense que néanmoins qu'on mérite un peu mieux, quoi. Donc il faut arriver à faire prendre conscience à nos compatriotes que la pérennité de notre modèle social, la pérennité de notre autonomie, ça passe par la construction d'une stratégie de long terme dans laquelle l'ensemble des acteurs se mobilisent sur de la production, de la maîtrise de nos règles, d'assumer notre propre puissance et nos propres compétences, parce qu'on a les moyens de faire. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant. Nathalie Vandamme, vous êtes au cœur des réalités industrielles, rupture d'approvisionnement, pression dans la supply chain, et parfois même une forme de piraterie économique où les petits acteurs se font piller par les grands groupes et les donneurs d'ordre. Du terrain que vous observez avec Opsam, est-ce qu'on peut encore innover sereinement dans ces conditions? Et surtout, comment éviter que la résilience ne devienne un mot vide face à des pratiques qui, pour le coup, elles sont très concrètes? Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc, comme vous l'avez compris, Opsam, alors juste une petite parenthèse, ça va surtout parler à M. De Fritsch, parce que chez Opsam, on a les valeurs de servir et de communauté industrielle. C'est ce qui fait la souveraineté d'ailleurs. L'indépendance industrielle, moi je préfère aussi. Mais néanmoins, voilà, nous ce qu'on a observé depuis 10 ans chez Opsam, c'est que d'un côté, on a des systèmes d'armement vieillissants, on a des programmes d'innovation, on a les normes qui viennent contrarier tout ça, et en plus, à l'heure où la mondialisation heureuse a disparu, pour tout ce que vous venez de dire, monsieur, on se retrouve à devoir maintenir des matériels dont la supply chain est donc rompue, là où il faut innover. Qui dit innovation dit propriété intellectuelle. Et que font les donneurs d'ordre, les prescripteurs? Eh bien, ils demandent aux TPE, PME, aux startups d'innover. Quand on fait ça, on s'aperçoit que pendant 2-3 ans, on va développer les sociétés françaises. Pour le coup, moi je vais défendre nos sociétés, développent des innovations, mais personne ne veut payer ce qu'on appelle les NRC, la propriété intellectuelle, c'est-à-dire le coût du développement.
À qui appartient la propriété intellectuelle? En 2017, j'ai assisté à une réunion d'un grand groupe français qui disait, nous, la DGA ne veut plus nous payer les NRC. Donc je ne vous les paierai pas non plus. Question, à qui appartient la propriété intellectuelle? Et c'est là qu'on voit des choses, franchement, nous, chez Opsam. Alors, il y a une question, il y a un livre de Benoît Wintrebert qui dit « L'innovation confidentielle ». Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on doit garder notre innovation pour nous? Mais auquel cas, les entreprises ne peuvent pas mettre au profit des forces leurs idées, puisqu'elles sont obligées de les protéger pour ne pas se les faire voler. Et quand on me parle d'espionnage industriel, sachez que chez Opsam, par 2 fois en 10 ans, nous avons été copiés. Et par nos clients. Et pour les forces. Donc vous voyez, c'est en tant que vraiment, alors en tant qu'Opsam et surtout en tant que victime de ce comportement. Parce que oui, qui innove? C'est les rangs 3 et 4. Alors vous voyez, on a un système complexe, des concepteurs, et puis après on a un prime qui prend un marché pour le développer, un marché d'armement, et puis après c'est comme un gros Lego, il va aller chercher dans les couches de sous-traitants de l'innovation et chez pas mal d'entreprises. On arrive même à des rangs 8, vous vous rendez compte? Il y a un système complexe que je tairai le nom, il a une pièce stratégique. Et le rang 8, un jour, nous a téléphoné, nous a dit c'est bizarre, j'ai pas de commande. Alors que c'est stratégique. Parce que le rang 3 et 4 s'était disputé. Donc, c'est pas grave tout ça, à condition que on suive bien la chaîne industrielle. Mais oui, il faut protéger notre innovation. Alors, je vous parle de notre pays, mais imaginez dans le reste du monde. On a les Américains, on a les Chinois, effectivement, mais il n'y a même pas qu'eux qui viennent. D'ailleurs, on le voit bien dans les salons internationaux. Ils sont tous là. Hein. Les Coréens, tout le monde, ils essayent d'aller sur les stands, de piquer des bonnes idées. C'est compliqué de protéger. On n'a pas grand-chose. Et l'INPI fait du bon boulot, mais ne peut pas empêcher ça. Notamment prendre en photo les cartes électroniques sur les stands, ce genre de choses. Mais complètement. Et la cyber, même au niveau cyber, aujourd'hui, la plus grande attaque, c'est pas que de vous, on va dire, de vous mettre à mal dans votre production, c'est surtout de vous piquer votre innovation. Et si je peux rebondir par rapport à une discussion que nous avions eue, vous aviez fait la comparaison qui était très juste. Un pirate, au moment de piller un navire, ou après avoir pillé un navire, il coule le navire. Eh ben ouais. Alors en plus, ça tombe bien parce qu'on est un peu chez les Malouins et Cité Corsaire. Alors moi, je suis une 22, costard armoricaine, mais j'aime bien être dans le 35 quand même. Ça, c'est les Bretons, on est à moitié comme ça. Mais effectivement, souvent ces sociétés, quand il leur arrive ça, eh bien oui, c'est comme les pirates. Ils sont pillés et elles coulent. Et nous nous sommes dit, la France va mal, donc il faut aussi penser à l'export. Aujourd'hui, il y a un marché national et il y a un marché à l'export qui doit s'ouvrir pour la souveraineté. Quelque part, c'est paradoxal, mais on a besoin de s'exporter pour financer certaines innovations très... Voilà. Et est-ce que cette tension entre relocalisation souveraine et le suivi par l'export, est-ce qu'il faut l'assumer ou est-ce qu'il faut la corriger ? Non, moi je pense qu'il faut un petit peu des deux, mais il faut surtout l'assumer. De toute façon, l'export est un levier aujourd'hui pour nos entreprises françaises, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est le 2e pays qui vend le plus d'armes au monde. Avant, il y avait la Russie juste avant nous, mais on est redevenu 2e. Donc ça veut dire que les sociétés qui travaillent en France pour notre système d'armes, elles doivent suivre l'exportation de ces matériels. Et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de notre pays, c'est-à-dire, je ne vous parle pas de la mutinerie entre les différents partis politiques, parce que là, on va prendre mutinerie, parce qu'on est Saint-Malo. Mais je vous parle de la dette, de la capacité financière à acheter de l'armement. J'ai un scoop pour vous que j'ai su hier, je ne sais pas, je me risque à vous le dire, mais vite fait.
Donc c'est rapide et que ça reste anonyme. Alors c'est confidentiel, mais là aujourd'hui, des grands groupes. Ça l'était. Non, mais je C'est vais en dire parce que Châtamaousse, Bertrand, on est d'accord. C'est en Châtamaousse. c'est important que vous le sachiez. Les grands groupes et les ETI reçoivent des demandes de prolongation de paiement de la part de l'État. Donc on a, voilà, je pense que certains pourront le confirmer, on est quand même. Si on n'a plus de sous, ça va être compliqué de produire plus. Donc c'est vrai que, je ne vais pas dire allez tous à l'export parce que c'est vous sauver, mais quelque part, c'est quand même un levier pour nous de sécurité. On parlait tout à l'heure du dual, vous parliez du dual. Dans le dual, c'est super. Hein. Nous, Opsam, on travaille autant dans le nucléaire que dans le ferroviaire. Un peu comme Edgar Brandt. On a plusieurs cordes à notre arc. Mais c'est vrai que l'export reste une super opportunité, mais attention à l'innovation quand même. Merci beaucoup Nathalie. Fabien Vouglet, je me tourne vers vous cette fois. Vous le dites souvent, sans énergie fiable, constante et maîtrisée, il ne peut y avoir de souveraineté, ni même d'innovation durable. Donc, entre les menaces de blackout, la fragilité des systèmes électriques et des dépendances technologiques étrangères, sommes-nous en train de construire notre souveraineté sur du sable ? Oh là ! En tout état de cause, le thème innover entre avarie, pénurie et piraterie s'entend parfaitement sur les questions énergétiques. Et je voudrais revenir sur une lecture que j'ai faite cet été d'un livre que certains d'entre vous ont peut-être étudié au collège, qui s'appelle « Ravage de Barjavel ». Et je vais vous lire le synopsis de ce livre. Dans une société mature, un jour, l'électricité disparaît et plus aucune machine ne peut fonctionner. Les habitants, anéantis par la soudaineté de la catastrophe, sombrent dans le chaos, privés d'eau courante, de lumière et de moyens de déplacement. Ravage de Barjavel a été écrit en 1943, dans une vision pessimiste de la société, dans un monde où on a électrifié les usages, et où même les avions sont électriques, et quand il y a une panne d'électricité, les avions tombent. Et pourquoi je fais un focus sur ce livre, c'est que ce livre montre à quel point notre société est dépendante des ressources énergétiques et des ressources électriques. Et en réalité, nos sociétés sont constituées essentiellement par le sang de l'économie, qui est l'énergie et l'électricité. Sans électricité, sans énergie, il n'y a pas de société. Sans électricité, sans énergie, il n'y a pas de croissance économique. Et sans électricité et sans énergie, il n'y a pas de monde qui bouge. À l'inverse, une absence d'électricité, une absence d'énergie conduit à la décroissance et donc à la pauvreté. Et donc, c'est absolument crucial, je l'ai écrit dans mon livre « Guerre de l'énergie », nous devons protéger comme la prunelle de nos yeux nos systèmes énergétiques et les protéger de la pénurie. Et deux événements récents sont venus rappeler à quel point nous étions dépendants de nos ressources énergétiques. En avril dernier, la coupure d'électricité généralisée en Espagne, due à une surproduction électrique solaire, ce qui est évidemment contesté par les promoteurs éoliens et promoteurs solaires, mais c'est la réalité. Les plus grands spécialistes avec qui je travaille, en particulier André Merlin, ancien patron de RTE, réseau de transport d'électricité, une éminence mondiale des réseaux électriques, le confirme. Et puis un autre événement qui est passé un peu plus inaperçu, c'est le sabotage terroriste qui a eu lieu à Cannes et à Nice au moment du festival de Cannes. D'aucuns disaient qu'il y avait eu une revendication d'un groupe anarchiste. En tout état de cause, ils sont fristrement bien équipés, puisqu'on ne les a toujours pas arrêtés, on ne sait toujours pas qui c'est, et c'est quand même des personnes qui ont été capables de détruire un pylône électrique en coupant ce pylône et sans se faire prendre, ce qui montre le professionnalisme de cette opération. Et donc, pénurie, notre système énergétique est une cible. Ce n'est pas simplement une cible pour nous priver d'électricité, c'est une cible parce qu'on parlait tout à l'heure de guerre de haute intensité. Si on détruit le système électrique de notre pays, nous sommes bloqués 4 jours pour rétablir. Si on fait un blackout en France, il faut 4 jours, les différences de l'Espagne, en raison de nos centrales nucléaires. Et donc, il peut y avoir une guerre de haute intensité, mais la guerre peut commencer tout simplement en détruisant nos capacités énergétiques et électriques. Et en détruisant totalement. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Vladimir Poutine en Ukraine, en détruisant quasiment 75%
des ressources électriques de l'Ukraine, pour déstabiliser évidemment les ressources humaines, industrielles, etc. Et donc c'est fondamental. Et donc il faut comprendre que depuis des années, en particulier depuis 20 ans, notre système électrique est une cible avec des actes terroristes. Le plus célèbre est l'attentat contre Superphénix, qui a été réalisé par un terroriste écologiste qui s'appelle Naïm Nissim, un Suisse, qui a lancé une roquette contre le surgénérateur Superphénix et qui était financé par les pays d'Europe de l'Est et par les réseaux de Castro. Ça, c'est le sabotage terroriste classique. Et puis, il y a le sabotage politique. Le sabotage politique, c'est imposer à la France des énergies qui ne produisent rien, comme les éoliennes ou les panneaux solaires. Je rappelle quand même que les panneaux solaires produisent 12% de leur capacité de production. Donc je ne sais pas si on va construire des sous-marins ou des porte-avions avec des panneaux solaires, mais en tout cas, avec un système électrique qui ne fonctionne que 10 à 13% de sa capacité de production, on ne va pas très loin. Et pour les éoliennes, de l'ordre de 21% selon les chiffres de RTE. Et donc, sabotage politique qui consiste à nous imposer des systèmes énergétiques intermittents alors que la France dispose de centrales nucléaires avec un très fort facteur de charge quand on ne le contraint pas à prioriser les énergies intermittentes. Et évidemment, depuis 20 ans, on a ce système qui consiste à déstabiliser notre système énergétique. Et donc, il faut vraiment avoir conscience qu'à l'heure, je parle aux militaires, de l'élaboration de la stratégie énergétique de défense, il est fondamental de remettre l'église au milieu du village et de bien établir que la transition énergétique ne consiste pas à aller vers des énergies décarbonées, puisque le système électrique français est à 95% décarboné et qu'on émet 10 fois moins de gaz à effet de serre pour notre électricité que l'Allemagne, que notre système énergétique doit répondre à 3 enjeux fondamentaux, puis après on reviendra sur les innovations: la sécurité énergétique, la souveraineté et la puissance de production. Et c'est ces 3 points qui conditionnent notre politique énergétique et ce qui doit fixer le grand cap d'une autre programmation pluriannuelle de l'énergie, dont on espère que le gouvernement va changer les bases de ce qui a été proposé, et qui est une catastrophe dans ce qui a été proposé actuellement, et la stratégie énergétique de défense. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur cette production de masse et décarbonée. Les micro-réacteurs et les technologies nucléaires anciennes, aujourd'hui, reviennent au cœur du débat. Et pour vous, est-ce que c'est une rupture technologique ou un retour à du bon sens ? Alors d'abord, il faut bien évoquer une chose, c'est qu'à l'aune de l'humanité, 40 ans d'une technologie qui a 40 ans, c'est juste une technologie en devenir, c'est juste une technologie récente. Il faut bien préciser une chose fondamentale. La France dispose de 3000 ans de souveraineté énergétique sur son sol. Ça s'appelle l'uranium appauvri et le plutonium. Et nous avons des combustibles pour 3000 ans. C'est très important, sur notre sol. Et nous avions 30 ans d'avance, puisque nous avions construit un surgénérateur qui utilisait ces combustibles disponibles sur notre sol. Alors, vainement, il y a eu des opérations de guerre informationnelle pour détruire ce système, cet acte de terrorisme et l'acte de terrorisme politique qui a consisté à fermer Superphénix. Et aujourd'hui, la Chine, les États-Unis, le monde entier est en train de redévelopper les réacteurs à neutrons rapides pour lesquels nous avions 30 ans d'avance. Et puis, à côté de cette technologie qui est la technologie d'avenir pour la France, vous avez les petits réacteurs modulaires qui peuvent utiliser cette technologie de réacteurs à neutrons rapides, ou alors même des tout petits micro-réacteurs à l'échelle d'une pile. Donc en réalité, il y a tout un champ en devenir dans le domaine nucléaire qu'évidemment, d'autres pays, compte tenu de notre force dans le domaine, puisqu'on est les créateurs du nucléaire civil, on est les inventeurs en France de cette technologie, nous envient. Et certains pays que je ne citerai pas en particulier, et que je vais citer quand même, en particulier l'Allemagne, ne veulent pas.
Ils ne souhaitent pas que nous développions une technologie qui assurerait une compétitivité industrielle hors norme. Et donc, il y a des opérations de guerre informationnelle contre le nucléaire français, contre la technologie nucléaire française, de la part de pays qui, soi-disant, forment un couple avec la France, mais qui en réalité, et j'évoque ça dans mes livres, n'ont qu'un objectif, détruire le système énergétique français pour surenchérir notre coût de production électrique et, ce faisant, détruire la compétitivité industrielle. Parce qu'il n'y aura pas de développement industriel en France s'il n'y a pas, dès le départ, un développement massif du nucléaire. Et c'est pour ça que j'appelle à un plan Messmer 2, et qui est pour moi fondamental en la matière. C'est le seul moyen de relancer l'économie française et d'assurer son industrie et aussi, de facto, son industrie militaire. Merci beaucoup, Fabien. Rapidement, pour revenir sur le sujet de la souveraineté, la souveraineté, ce n'est pas l'autarcie. Et là, je me tourne vers vous, Bruno. Pour vous, quels sont les critères qui permettent de tracer en fait, la frontière entre l'interdépendance maîtrisée et la dépendance stratégique? Alors, oui, effectivement, dans notre industrie, je ne l'ai pas rappelé, mais effectivement, moi, je représente l'industrie de production des métaux. C'est des extracteurs de miniers, c'est des raffineurs, c'est la première transformation des métaux, la sidérurgie, etc. C'est une industrie... on fait avec ce qui reste en France, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai 55 adhérents, la moitié sont sous capitaux européens, voire internationaux, et je ne vous citerai pas les grands noms qui ont disparu dans cette industrie depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, si on veut prendre conscience qu'effectivement ces métaux sont partout dans notre quotidien, qu'il y en a à peu près une soixantaine qui sont utilisés dans toutes les composantes de toutes les filières industrielles, c'est-à-dire tout ce que vous avez autour de vous, tout ce que vous connaissez, il faut à un moment donné prendre conscience d'une chose assez simple, pour ne pas dire simpliste, ça a été soit extrait du sous-sol, soit produit sur le sol. Il n'y a pas d'alternative. Je n'ai pas de connaissance qu'on utilise de manière massive des productions issues d'astéroïdes. Donc c'est sous-sol ou sur le sol. Donc il n'y a pas d'autre solution. Donc effectivement, la géologie est telle qu'on a une répartition des richesses sur le territoire mondial qui est assez hétérogène et aléatoire. Ça fait à peu près 5000 ans, parce que nous, l'industrie de la métallurgie, c'est une très très vieille industrie. C'est sans doute la plus vieille industrie du monde. Elle a à peu près 5000 ans avec l'âge du cuivre, l'âge du bronze et ensuite l'âge du fer. Donc je dirais que c'est une industrie qui a depuis très très longtemps exploité les ressources naturelles. On a 240 mines d'uranium en France, pour faire un clin d'œil à mon voisin, dont on gère l'après-mine avec des conséquences environnementales et une complexité assez réglementaire, assez particulière. Et donc on a, au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, utilisé de plus en plus de métaux pour, je dirais, accompagner notre évolution. Le message clé, c'est chaque fois que l'humanité fait des progrès, la métallurgie fait des progrès, ou l'inverse. Et on a le dernier exemple en date, c'est le 19e siècle et la révolution industrielle. Sauf que dans l'imaginaire collectif européen et français, cette révolution industrielle, je ne sais pas si on la voit comme de manière très positive par rapport à ce qu'elle a apporté à notre civilisation, à notre société. On nous rabâche des romans tout à fait intéressants comme Germinal et autres qui nous donnent une image un peu négative. C'est aussi là qu'est né le syndicalisme ouvrier et la lutte des classes. Je dis cela en passant. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a effectivement, on utilise de plus en plus de métaux. On utilise à peu près 60 métaux dans toutes les industries, et évidemment, on n'a pas la ressource de ces métaux. Donc la question qui se pose pour toutes les nations, c'est de se dire comment je m'assure de la disponibilité de ces approvisionnements, comment je les structure, et qu'est-ce que ça veut dire disposer de ces métaux. L'extraction est un fait, est un point, mais c'est largement insuffisant. Ce qu'il faut savoir faire, c'est le raffinage, la transformation, c'est toute la chaîne de valeur. On parlait de fraternité, j'espère qu'on reparlera de fraternité dans cette journée. À un moment donné, il faut qu'il y ait une fraternité, en tout cas un alignement d'intérêts sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production du minerai jusqu'à le canon César, votre machine à laver, l'automobile avec laquelle vous allez vous déplacer. Enfin, il y a à un moment donné tout un tas d'acteurs industriels qui vont intervenir sur cela. Et donc, imaginer qu'on va pouvoir, en France ou en Europe, être complètement autonome par rapport à ces métaux est une illusion. Évidemment qu'on ne le sera pas. La question, c'est de se dire
Quels sont, déjà, il faut connaître, il faut avoir une connaissance fine de l'arborescence complexe dans laquelle on est, comprendre que, Madame citait 8 segments de valeur, dans les terres rares, on est presque à 15. Donc c'est extrêmement complexe. Vous avez entre l'extraction, la transformation, l'usinage, etc., un nombre d'acteurs importants qui, en plus, ces dernières décennies, ont été démultipliés à l'échelle mondiale. Vous avez en plus des intervenants sur le marché des traders, dont l'opacité parfois de fonctionnement est manifeste et permet de gérer des pénuries, des augmentations de coûts, des effets de marché tout à fait importants. Donc vous avez une problématique de compréhension de l'effet systémique dans lequel vous êtes sur notamment votre dépendance aux métaux. Donc être souverain ne veut pas dire être en autarcie parce que c'est tout simplement impossible. La question, c'est de comprendre ces dépendances, c'est de les connaître, de les qualifier, de les documenter, ce qu'on fait largement de manière insuffisante. Moi, j'ai été très surpris, j'ai participé avec Philippe Varin à son rapport sur la sécurisation des approvisionnements en métaux de la France qui a été rendu public le 10 janvier 2022, quelques semaines avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui a remis une couche, je dirais, sur la nécessité de prendre en main le sujet. C'est assez frappant de voir à quel point chez nos industriels, on a une connaissance, mais d'un niveau, à l'époque en tout cas, d'un niveau assez minable de compréhension de ces chaînes de valeur. Nos grands industriels connaissent leurs fournisseurs de rang 1, et au-delà, c'est terminé. Rang 2 peut-être, et encore. Donc ça, et là aussi, on peut pas basculer le risque, c'est pas mon problème, c'est le problème de mon fournisseur. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors il y a des acteurs qui l'ont compris. Dans la défense, on voit bien à le voir avec le mouvement que font les grands industriels. Dans l'automobile aussi, on le voit, mais la réaction de tous ces industriels en Europe est extrêmement tardive. Alors que chez nos grands concurrents mondiaux, je vais encore reparler de la Chine, on voit bien que depuis plusieurs années, il y a un alignement entre les extracteurs miniers dans le lithium, le cobalt, le manganèse, le nickel, les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles. Entre CATL, BYD, tous ces gens-là se connaissent, travaillent ensemble, ont des intérêts croisés, investissent en même temps, travaillent de la même façon. Donc, à un moment donné, si on veut commencer à être un peu sérieux en matière de gestion de notre souveraineté et l'autonomie stratégique de nos filières, il faut faire ce que j'appelle, moi, monitorer ces dépendances. C'est-à-dire comprendre où sont nos fragilités, identifier ce que nous voulons maîtriser. Ça veut dire aussi, par ailleurs, évoquer... Il y a un petit papier dans les Échos ce matin qui est assez sidérant pour moi, dans le bon sens, hein, mais qui est il faut l'automobile demandant de la préférence européenne. Oui, il s'agirait peut-être qu'ils la mettent en œuvre. Et il aurait fallu que nos industriels de l'automobile arrêtent de planter leurs fournisseurs de fonderies, par exemple, comme ils l'ont fait ces dernières décennies. Donc oui, ça passe par de la mise en œuvre de préférences européennes, d'identification de quelle est la part de risque que je suis capable de prendre sur ma chaîne de valeur, sachant que ça peut être un risque lié à la ressource, un risque lié à la compétence, un risque lié à la propriété intellectuelle, un risque lié à la capacité industrielle. Et une fois que j'ai ces risques, j'ai une conscience de ma force, conscience de ma puissance, et je peux négocier avec les acteurs qui ne sont pas forcément amenés, qui privilégient eux aussi de manière très naturelle leur autonomie et leur force, qui sont en particulier les grands empires chinois et américains, mais encore une fois, il n'y a pas qu'eux, il y en aura beaucoup d'autres dans les années futures, et je vais pouvoir effectivement négocier avec eux les éléments de cette dépendance, parce que, rappelons-le, l'Europe et la France en particulier ont la puissance de leur marché, la puissance de leur capacité d'épargne, et qu'il s'agirait de ne pas oublier. Merci beaucoup à tous les trois pour ces très belles interventions et ce magnifique éclairage. Il nous reste 3 minutes, peut-être avant quelques questions-réponses dans un second temps. Oui, parce que la matinée était tellement dense qu'on en a oublié la pause petit déjeuner, donc on va décaler. Et donc, comme vous avez bien géré le temps, on peut prendre quelques questions. Donc, si dans la salle... Est-ce que je peux juste faire une petite remarque? Allez, 2 minutes 15. 2 secondes. Je voudrais quand même rappeler une chose fondamentale qui est très peu connue, que j'ai citée dans mon livre. C'est qu'on voit Vladimir Poutine comme un agent du FSB. C'est tous l'image qu'on a de Vladimir Poutine. Or, on oublie de dire qu'en 1997, Vladimir Poutine a fait une thèse d'économie à l'Institut des mines de Saint-Pétersbourg qui s'appelle « L'exploitation des ressources minérales de la région de Saint-Pétersbourg pour le développement économique de la région ». Et qu'en 1999, 6 mois avant d'être nommé président par intérim de la Russie, il publie dans le magazine de l'Institut des mines une synthèse de 7 pages, je pourrais la remettre à ceux qui le souhaitent, qui s'appelle «
l'exploitation des ressources minérales de la Russie pour la relance économique de la Russie. Et en 10 points, il explique comment il va relancer la Russie sur les deux grands, avec la création d'usines d'entreprises intégrées, avec deux grands fondamentaux, Rosatom, le nucléaire, Gazprom, le gaz. Si on ne comprend pas que la Russie a mené une guerre énergétique et une guerre des minerais considérable qui fait que nous avons des dépendances vis-à-vis de la Russie, eh bien, on n'a rien compris de la guerre énergétique qui se passe aujourd'hui entre Trump, qui dit « drill, baby, drill », et Vladimir Poutine, qui a fait de l'énergie, de la ressource minérale, un des secteurs fondamentaux de son mandat de président de la Russie. Merci Fabien pour cette précision. Alors, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Monsieur, voilà, vous avez le micro juste à côté. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Jérôme Nicole, je suis dans les télécoms, mais je suis aussi membre de l'association des voix du nucléaire, en soutien de la filière. On ne va pas discuter les chiffres, mais il y a effectivement de gros potentiels sur les réacteurs à neutrons rapides. Il y a aussi beaucoup de fumisterie aujourd'hui dans les starters du nouveau nucléaire. Est-ce que les 300 milliards de subventions en engagement de rachat et priorité d'accès au réseau des énergies clignotantes ne seraient pas mieux placés dans un programme militaire de micro-réacteurs qui pourrait aboutir à des usages civils, et je pense notamment pour les systèmes énergiques insulaires, où c'est la seule façon de décarboner la production. Merci. Qui répond? Fabien. Je vais répondre parce que c'est... D'abord, merci d'avoir posé cette question et bravo pour le travail des voix du nucléaire. La première chose fondamentale qui doit être le prisme de la doctrine de notre système, c'est que EDF est notre outil de guerre énergétique. Ce n'est pas un fournisseur d'électricité, c'est notre élément de guerre d'énergie qui doit être protégé comme la prunelle de nos yeux. Et nos systèmes énergétiques doivent être entièrement contrôlés par l'État. Entièrement contrôlés par l'État. Que les choses soient bien claires. Je suis un grand libéral, mais s'il y a bien un secteur dans lequel il doit y avoir un contrôle total, et je me félicite que le député Philippe Brun ait nationalisé EDF, et il faut qu'on aille encore plus loin. Et on a la grande chance d'avoir Bernard Fontana, on en parlait tout à l'heure, qui est un vrai général patron d'EDF, un des meilleurs, avait fait des conférences en expliquant l'importance de la maîtrise de la chaîne, et en particulier dans le domaine du nucléaire, de la chaîne d'approvisionnement souveraine. Et je sais que Framatome, Orano et EDF font tout pour faire en sorte de souverainiser, si je puis dire, la chaîne de production. Après, pour ce que vous évoquez, pour les 300 milliards d'euros dépensés avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, il est évident qu'il faut stopper immédiatement parce qu'une grande partie de cet argent ne va pas dans des entreprises françaises. Il faut rappeler que les panneaux solaires sont fabriqués en Chine, les éoliennes sont maintenant fabriquées en Chine puisque l'Allemagne et le Danemark sont en train de perdre les marchés et que la grande partie des sociétés d'exploitation sont allemandes ou danoises en France, qui interviennent en France. Donc l'argent consacré aux énergies intermittentes telle que peut être développée par la programmation pluriannuelle de l'énergie, telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, va essentiellement nourrir des fonds étrangers et de l'argent perdu pour notre autonomie. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, on sait très bien que le plan Messmer, en 1974, pour répondre au choc pétrolier de 1973, a été une grande victoire, parce que après avoir construit les réacteurs nucléaires, les 58 réacteurs nucléaires français, la France avait l'électricité la moins chère d'Europe. Et c'est bien pour ça qu'il faut relancer massivement le nucléaire en supprimant tout ce qui peut être subvention et discrimination du nucléaire vis-à-vis des énergies intermittentes. Donc oui, il faut, et ça c'est un de mes chevaux de bataille essentiels, et je travaille d'arrache-pied depuis 1 an sur le sujet. Nous avons publié avec les anciens dirigeants de la filière énergétique dans Le Point un j'accuse énergétique qui s'appelle « Nous dénonçons », où on dénonce justement cette situation, parce que pour rétablir notre souveraineté énergétique,
Il faut d'urgence qu'on reprenne en main notre gouvernance énergétique. Or, notre gouvernance énergétique a été malheureusement infiltrée par des agents qui veulent déstabiliser notre système, et ça, c'est fondamental. Et pour ce qui concerne les petits réacteurs modulaires, évidemment, il faut qu'EDF prenne le leadership, parce que, comme je vous l'ai dit, il doit y avoir un contrôle étatique absolument considérable, parce qu'il en va, la souveraineté énergétique, l'énergie 100 de notre société, contrôle tout le reste de la société. Et quand vous pensez qu'on est en train, je suis désolé, je fais une aparté, de donner 30%, pas très longue, parce qu'on va être obligé de conclure. 30% de notre production des barrages hydroélectriques à des courtiers en électricité qui vont acheter à bas prix l'électricité d'origine hydroélectrique et prendre la marge d'EDF, j'appelle ça un scandale d'État. Merci Fabien, merci Nathalie et merci Bruno.